On a vu précédemment que parmi les formules, certaines étaient particulièrement intéressantes. On les appelle des tautologies. Elles sont valides, c'est-à-dire que toute valuation est un modèle pour ces tautologies. Alors, en fait, il y en a qui sont très, très célèbres, puisque depuis le début de cette science qu'est la logique, c'est-à-dire Aristote, donc, Aristote a posé des principes de logique qui sont toujours utilisés aujourd'hui. Et donc on va voir certains de ces principes. En fait, ces principes, ce sont des tautologies, ce qu'on appelle des tautologies. Alors, la première tautologie, c'est la formule A ou non A, qui veut dire qu'en fait, vous voyez que ça marche tout le temps, que A soit vrai ou faux, il y en a toujours un des deux qui vaudra 1. Et comme il y a un ou, eh bien, forcément, cette formule-là, ou A ou non A, elle est toujours vraie, quelle que soit l'évaluation. Alors, d'évaluation, il ne peut pas y en avoir beaucoup, puisqu'il n'y a qu'une lettre, il y a que A peut être V2A vaut 0 ou V2A vaut 1, dans tous les cas, ça marche. Donc, ce truc-là, ça s'appelle le tiers exclu. Donc, quand on parle de tiers exclu, ça veut dire que A ou non A. Alors on s'en sert pour faire des démonstrations, pour raisonner par tiers exclus, c'est-à-dire dire soit A est vrai, et puis on fait notre démonstration, ou alors on dit deuxième solution, A est faux, c'est-à-dire que non A est vrai. Et c'est comme ça qu'on peut, une forme de démonstration. Deuxième tautologie, qui est en fait la négation de la première, c'est la non-contradiction. C'est le fait qu'on ne peut pas avoir à la fois quelque chose et son contraire. Donc non, A et non A. Bon, mais ça aussi, c'est vrai tout le temps, quelle que soit la valeur de vérité de A. Bon, ensuite, on a des choses assez simples. Double négation, si on prend deux fois la négation, là c'est pareil que la formule de départ, donc ça c'est aussi une tautologie. L'idempotence du et, donc A et A, c'est pareil que A, ça rajoute rien. Idempotence du ou A, c'est pareil que A. La commutativité du et, bon, sans surprise. Bon, c'est facile à démontrer tout ça. La commutativité du ou, si on prend l'évaluation, on se rend compte que pour le et, l'évaluation de cette formule, c'est le produit V de A par V de B, donc c'est pareil que le produit V de B par V de A. Pour A ou B, bon, c'est la même histoire. C'est min de V de A et de V de B, donc c'est pareil que min de B, V de B et V de A. Donc on montre ces tautologies assez facilement. Associativité du et, donc on peut montrer que A et B et C, c'est équivalent à A et B et C. Pareil pour le ou, c'est aussi associatif. Et des choses un peu moins classiques, mais tout aussi intéressantes, la distributivité du et par rapport au ou. Alors, bon, A et B ou C, donc je distribue par rapport au ou, là ça fait A ou C et B ou C. Alors ce qui est remarquable, c'est que cette distributivité, elle marche aussi dans l'autre sens, du ou par rapport au et. Donc là, ça ferait A et C ou B et C. Bon, l'équivalence, le nouveau connecteur qu'on a introduit, il est commutatif. Bon, pas de problème. Par contre, il faut signaler, alors c'est pas une tautologie, mais je signale quand même que le implique, évidemment, il n'est pas commutatif. Hein. A implique B, ça n'a rien à voir avec B implique A. Je l'ai écrit là, c'est pas une tautologie, mais c'est juste pour qu'on fasse attention. L'équivalence est également associative. Donc, si on a A équivalent à B équivalent à C, ben c'est pareil que A équivalent à B équivalent à C. On peut faire bouger les parenthèses. Alors, ces propriétés-là, elles sont importantes parce qu'en fait, je veux dire, l'associativité en général, hein, quand il y a associativité, pour le et, pour le ou, pour le équivalent, ben ça veut dire que finalement, on n'est pas obligé de mettre. Alors, syntaxiquement, ça ne serait pas juste, mais sémantiquement, c'est pareil, quoi. Qu'on prenne d'abord A et B, ou alors qu'on finisse par B et C, ça aura le même sens.
Bon, c'est la raison pour laquelle, vous verrez que plus tard, on ne va pas mettre de parenthèses. On écrira A et B et C. Peu importe si on commence par faire les deux premiers ou si on finit par les deux derniers, sémantiquement, c'est la même chose. Donc, on pourra plus tard enlever des parenthèses sans que le sens soit modifié. Pour l'implication, donc attention, hein, l'implication n'est pas commutative, elle n'est pas associative non plus, bon, méfiance. Par contre, il y a une propriété très importante pour l'implication qu'il faut absolument connaître, c'est celle-là, parce qu'elle sert beaucoup dans les exercices. Quand vous avez A implique B, vous pouvez remplacer cette formule par non A ou B, de manière systématique. Alors ça aussi, c'est facile à prouver en considérant les tables de vérité. C'est vraiment pas difficile. Par contre, donc il y a la transitivité du implique. A implique B et B implique C. Alors, A implique C, bien connu. Quelque chose de moins connu, c'est l'autodistributivité du implique. Bon, ça c'est moins employé. Hein. A implique B implique C, c'est pareil que A implique B implique C. Bon, ça correspond très facilement. Et puis les lois de De Morgan. Donc, la négation du et, c'est un ou. La négation de A et B, c'est non A ou non B. Négation de A ou B, c'est non A et non B. Donc, la négation du et, c'est un ou. La négation du ou, c'est un et. Ça, vous le savez déjà. Même si il est possible que vous l'oubliez de temps en temps encore. Vous l'avez déjà rencontré, ces formules de De Morgan. Et enfin, contraposition. Donc, A implique B, c'est pareil que c'est équivalent à non B implique non A. Donc, notez bien le sens dans lequel on écrit ça. On a aussi A implique B qui est équivalent à non A et non B. C'est assez normal parce que A implique B, c'est non A ou non B, et non A ou non B, ça peut s'écrire aussi non A et non B. Enfin, absurde, si on a A implique B et A implique non B, hein, si à partir de A, je peux arriver à montrer quelque chose et son contraire, c'est que A est faux, et donc c'est que j'ai non A. De la même manière, si en partant de A, je peux arriver à prouver la négation de A, bon, ça veut dire que mon hypothèse de départ elle est fausse, et donc j'ai non A. Donc, vous voyez, toutes ces tautologies, en fait, elles correspondent à des modes de raisonnement qui sont célèbres. Contraposition, absurde, tiers exclu, non-contradiction. Bon. Donc, on reverra tout ça. Donc, la formule importante, c'est la formule de l'implication. A implique B, c'est non A ou B. Donc ça, c'est vraiment très important. Alors, donc on a vu des tautologies. Comment fait-on pour montrer que une formule est une tautologie? Et si ce n'est pas le cas, comment fait-on pour éventuellement trouver un contre-modèle? Alors, cette question, on va y apporter plusieurs réponses. On va commencer par un premier type de réponse avec la méthode de balayage. C'est vraiment pas la meilleure. Hein. Donc on va commencer par là et on verra au moins deux autres réponses qui vont être la méthode des tableaux et puis le principe de résolution. Ce sont des méthodes plus performantes. Alors cette méthode de balayage, elle repose, alors c'est ça, hein, c'est la proposition 6.2, elle dit qu'il suffit de prendre une lettre qui est présente dans la formule A, si je veux montrer que A est une tautologie, et il suffit d'établir que, en substituant top à P, la formule qui en résulte est une tautologie, et en substituant bottom à P, la formule qui en résulte est aussi une tautologie. Alors, ça veut dire que si dans ma formule de départ, j'avais un certain nombre de propositions, de lettres, eh bien, je peux en fait les enlever une par une, puisque, quitte à remplacer d'abord une lettre par top et après une lettre par bottom, donc je peux, comme ça, supprimer une lettre. Et donc, si j'applique ce principe aux diverses lettres au fur et à mesure, eh bien,
j'arrive à des formules où il n'y a plus de lettres, mais il y a juste des tops et des bottoms, et donc ça c'est facile de voir si les formules ensuite sont correctes ou pas. Donc pour rétablir ça, ça se montre par induction, mais ça utilise la proposition précédente qui s'appelle remplacement des équivalents. Alors c'est quoi ce remplacement d'équivalents? Ça dit que si j'ai deux formules B et C qui sont sémantiquement équivalentes, hein, comme ça, alors, eh bien, la formule A est sémantiquement équivalente à la formule A, C, B, c'est-à-dire la formule dans laquelle je remplace toute occurrence de B par C. Si je remplace toute occurrence de B par C, étant donné que B et C sont sémantiquement équivalentes, je peux montrer que là, j'obtiens à nouveau deux formules sémantiquement équivalentes. Bon, ça se fait par induction. La preuve, elle est écrite, donc elle sera présente sur Moodle, vous verrez. Démonstration de remplacement des équivalents, ça vous fera le corrigé d'un exercice d'induction sur l'ensemble des formules. Mais je vais juste vous montrer, pour terminer, ce qui se passe, donc comment on peut appliquer la méthode de balayage pour une formule. Donc je prends une formule F qui est là, donc c'est P implique Q, et tout ça implique Q. Donc j'ai P implique Q, ensuite j'ai P implique Q avec cette parenthèse, ensuite j'ai cette parenthèse qui va avec cette parenthèse là, donc je vais en enlever une ici parce que ça ne m'a pas l'air juste tout ça. Voilà. Ok. Alors, comment je fais pour balayer? Pour balayer, pour être efficace, en général, on commence par balayer selon la variable qui apparaît le plus souvent. Alors, quelle est la variable? Ici, on a deux variables, P et Q. Bon, il se trouve que les deux apparaissent deux fois. Donc, voilà. Il n'y a pas de raison d'en choisir une plus que l'autre. Donc, je vais commencer par balayer selon P. Alors, je balaye, c'est-à-dire, je dis ici que je remplace P par top. Si je balaye, je suis obligé de faire les deux côtés. Après, il faudra que je remplace P par bottom. Donc, si je remplace P par bottom, c'est tout ce que par top ici. Donc, je remplace P par top, ça fait top, implique Q, hein, j'ai juste remplacé. Voilà. Et puis, je vais, au fur et à mesure, je vais écrire des équivalents simples, puisque top implique Q, top implique Q, je sais que c'est équivalent à Q. Donc, ça va me faire top, à nouveau implique Q ici, mais top implique Q, c'est Q, donc ça fait Q implique Q, ce qui est vrai, donc je mets ici vrai. Je remplace P par bottom, donc c'est pareil, première ligne, deuxième ligne, j'ai bottom implique Q, ça c'est vrai, hein, puisque j'ai une implication avec à gauche quelque chose de faux, c'est toujours vrai, donc ça me fait bottom implique top, implique Q. Mais là, c'est pareil, bottom implique top, c'est top. Donc, ça fait top implique Q, et ça, c'est équivalent à Q. Alors, là, ça ne marche pas tout le temps. C'est-à-dire, vous voyez, quand j'ai remplacé P par bottom dans ma formule F, j'ai ma formule équivalente, c'est Q. Et donc là, il faudrait que je balaye selon la variable Q. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Si je dis que, si pour Q, je prends la valeur top, c'est-à-dire que si Q est vrai, ça marche bien, mais si Q est faux, ma formule est équivalente à quelque chose qui est faux. Donc, ça veut dire que j'ai trouvé un contre-modèle finalement. Si je prends le contre-modèle, l'évaluation, définie par V1 de P égale 0, puisque là j'avais pris P qui était égal à bottom, donc l'évaluation c'est 0. Et si je prends encore ici V1 de Q égale 0, j'ai un contre-modèle, puisque ma formule F, l'évaluation, ça sera, puisque quand je remplace P par bottom, c'est-à-dire, si je prends V1 de P égale 0, V1 de F, ça sera V1 de Q, et donc ça sera 0. Et donc ça ne marche pas, donc ça veut dire que F n'est pas une tautologie, puisque j'ai trouvé un contre-modèle. Alors, on verra, ça c'est une première méthode, hein, qui n'est pas très performante, qui ne s'applique pas dans tous les cas. On verra d'autres méthodes.
Simplement, dans cet exemple, j'ai balayé selon une variable et après, bon, il y a eu des simplifications qui ont fait que je n'ai pas été obligé de balayer selon la deuxième variable qui est Q. Bon, vous verrez que dans d'autres cas, il faudra aussi balayer selon la variable Q dans des exemples un peu plus complexes qu'on verra en TD.